Tu sais pas qu'on peut parler du jour, il fait. Ce match, on peut pas le perdre. On peut pas le perdre. Le patron vous met la retraite, mais vous savez pourquoi on est là. Mais qu'on parle quoi de moi, du tout, je l'ai je sais pas moi. Voilà, il fait. Allez. C'est quoi un vestiaire de rugby? Ah, c'est le refuge. C'est le bunker, c'est l'église, c'est beaucoup de choses, quoi. C'est l'endroit où tu te prépares pour ou demi-heure, ou trois quarts d'heure, ou une heure après, aller au combat. Alors bon, voilà, tu te retrouves avec les copains, avec les amis, et voilà, c'est ce lieu sacré, quoi, où la peur arrive, et la peur au milieu des copains, ça ne devient plus la peur, ça donne une force. Voilà, et c'est là où les choses se disent, avant et après, de mon époque, parce que maintenant, nous, on est rentré par l'habitant, mais voilà, c'est ce lieu privilégié où tout peut se dire et rien ne doit sortir. Quels sont vos premiers souvenirs dans un vestiaire? Tu me demandes de me souvenir des trucs où le disque dur, moi, déjà, il commence. Eh bien, c'était. Ouf, c'était vieux, hein. Oh là là. Faut que je me rappelle, hein, tonton. Hein. Ah, tu me poses une colle, hein. C'était un cadet parce que j'ai commencé le rugby en cadet. Le match, je m'en souviendrai pas. Mais c'était, voilà, je sortais, parce que je jouais dans un petit village, dans une équipe de basket scolaire. Et puis un dirigeant de Prades, M. Jean-Jacques Font, qui m'a demandé de venir jouer au rugby. Bon, comme ça me plaisait, je suis allé. Mais cette époque-là, j'étais grand, sec, pas sûr de moi, peur de faire mal, parce que je dépassais tout le monde de 52 cm. Alors, quelqu'un qui cherche sa proie, quoi. Et je pense que ce sport que j'ai commencé à pratiquer m'a fait devenir ce que je suis. Conservez-vous des odeurs ou des bruits en mémoire? Ah, les odeurs, nous, à notre époque, hein, c'était le camphre, le dolpic, hein, toutes ces choses-là, même il y en a qui se mettaient dans les poches, hein, pour après, en cas de match, quand ils avaient une douleur, ou si l'adversaire était un peu trop virulent, lui donner un peu une pommade pour le calmer. Non, mais c'est ces odeurs, c'est les bruits de crampons sur le béton ou sur le carrelage. C'est se resserrer, le groupe se resserrer avant d'aller au combat. C'est voilà, c'est tous ces bruits, c'est un qui crie, l'autre qui on va les crever, soit ce qu'on disait à l'époque. Et voilà, c'est tous ces bruits mais surtout les odeurs de camphre qui aujourd'hui n'existent plus. Je pense, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps que je suis pas allé dans ce vestiaire, et les bruits des crampons sur le carrelage. Voilà, ça c'est des trucs qui restent. Chaque place est-elle importante dans un vestiaire? C'est important. Je ne sais pas pour les autres, pour moi ça l'était. Moi en début de saison, je m'asseyais un truc, comme j'étais pas superstitieux, mais un peu quand même. Voilà, je voulais, ma place c'était celle-là. Et d'abord, bon, toujours pareil, toujours les casse-couilles, c'était les trois quarts, et qui venaient, ils prenaient une calbotte et ils avaient compris que c'était pas sa place. Mais pour moi, après pour les autres, je sais pas, mais je crois que tout le monde quand même aimait bien être toujours à peu près, je pense. Enfin, je ne peux pas parler pour les autres, mais moi je pense que, vu mes vieux souvenirs, je pense que tout le monde avait envie, ou pas peut-être la place du siège, mais d'être à côté de tel joueur. Voilà. Pourquoi séparent-on les avants et les arrières? Quelle question bête. Hein. Qu'est-ce que tu veux faire quand trois quarts viennent foutre au milieu de nous? Ils y comprennent rien. Alors qu'ils se mettent de côté, qu'ils se préparent et nous de l'autre côté. Et au moins comme ça, voilà. Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.
À côté de qui aimiez-vous être assis? Ouais, à l'époque, au club, c'était avec Jean-Claude Rose, avec Paul Gauze. Bon, après, voilà. Et surtout à côté de mon capitaine, Roland Gilis, voilà, qui était meneur, qui était quelqu'un avec beaucoup de caractère, enfin, qui est quelqu'un de beaucoup de caractère, de tempérament et qui savait faire passer les messages. Voilà, après, il y avait le pilier, enfin, il y avait un peu tout le monde. Mais le plus rassurant, voilà, Jean-Claude Rose, Paul Gauze, Jean-Louis Gotte, voilà. Ça, c'était un peu Rose, Jean-Louis Gotte, Jean-François, c'était un peu, voilà, pas les tontons flingueurs, mais voilà, pas loin. Qui fallait-il éviter dans un vestiaire? Éviter, non. Non, c'était plutôt. Par contre, à l'équipe de France, il fallait en éviter. Voilà. Quand il y avait la préparation, Michouchot, voilà, il ne fallait pas trop être un rayon de 2 mètres autour de lui, parce que de temps en temps, une réaction, un tic, voilà, qui partait. Alors bon, au coup de tronche, bon, ouais, ça, voilà, on était prêts, mais c'est, comment je pourrais dire ça? C'est que c'est un jeu quelque part, pas un jeu, mais oui et non, c'est un jeu, mais quelque chose qui t'amène de l'assurance, de la force, parce que tu sens en face de toi un mec qui est prêt, quoi, voilà, tu sais que pendant une heure, tu vas aller à la Oumaï, tu vas aller, bon, il faut y aller, quoi, voilà. Et tu sais que le mec qui est en face, il est comme toi, quoi, il est dans le même état d'esprit. Pourquoi y a-t-il une transformation de l'homme au joueur? Oui, ça oui. Ça, tu arrives, mais dès que tu rentres dans le vestiaire, tu rentres dans le truc sacré, quoi. Et là, ça y est, tu changes de peau, quoi, quelque part. Là, tu sais que tu rentres, que tu vas te préparer, que tu vas t'habiller, comme à l'époque, je veux dire, nos glorieux anciens. Et entre guillemets, la comparaison peut-être est trop forte, mais voilà. Tu rentres au vestiaire, ça y est, là, c'était 1 heure après, tu allais à la guerre, quoi. Voilà, parce que c'était un combat, c'était. Enfin, le championnat à l'époque, c'était pas ce que c'est aujourd'hui. Il y avait moins de. Il n'y avait pas le replay ni la loupe, hein, heureusement d'ailleurs. Et bon, il fallait être solide. Après, bon, il n'y a pas eu de mort, mais il fallait être au combat, il fallait être. Et là, quand tu rentrais dans le vestiaire, ça y est, tu rentrais dans le lieu, dans le château fort, qui fait que tu te préparais pour aller après au combat. Pouvez-vous expliquer l'aspect tactile du rugby et de ses vestiaires? Pour se rassurer, ou transmettre une énergie, une énergie aux collègues en voulant dire, voilà, oh, petit, vous ne risquez rien, on est là. Quoi. On est tous ensemble, on ne risque rien. On est forts, tous ensemble. Pourquoi le discours du coach est-il si important? Nous, le rugby, c'est toujours pareil. Hein. Après, moi j'ai connu André Abadi, paix à son âme. Il te faisait monter. Moi, un jour, il m'a pris, on recevait Brive, là, la grosse équipe de Brive, Thalès, Pasquier, Yachvili, Genois, Rossignol, Fitte, Boule Piquante. Et on avait pris une branlée à Brive, une branlée, on s'était fait un peu secouer. On avait pris quelques marrons. Et il m'a pris, moi je me rappelle, il m'avait pris, on mangeait à l'époque à Place de la Loge, le repas sportif. Je suis arrivé au stade, j'aurais tué père et mère. J'étais dans un état, il m'avait remonté comme une pendule. Quoi. Et je suis rentré sur le terrain, on aurait dit un kangourou qui est rentré. Après, bon, c'était le rugby de cette époque. Maintenant, je ne sais pas. Je vois de temps en temps, au travers d'images, quand même, que, surtout au mi-temps, ça gueule. Mais parce que je fais. Mais moi, je pense que c'était pas important, mais c'était important. Parce que des fois, tu étais pas, et comme tout le monde, hein, des fois, quand tu allais à l'extérieur, que selon où tu allais,
ou qui faisait moins 10, ou pas moins 10, mais moins 3, moins 4, hein, que tu sortais, que tu rentrais, tu marchais sur l'herbe, on aurait dit que tu courais sur le carrelage. Il faisait froid, de là, tant que tu tombais pas, mais bon, en face, les mecs, eux, ils savaient pas. Eux, ils étaient prêts. Alors bon, voilà. Alors le discours d'un entraîneur, à notre époque, était assez, voire très important. Qui vous a marqué par ces discours? Oh, le plus fort, tu le sais Patrick, je ne préfère pas te le dire, je ne veux pas, tant que capitaine et coach après, j'ai eu cette chance formidable d'avoir la possibilité de partager des moments et de jouer avec lui. C'est Jacques Froux, voilà, moi c'est ce monsieur, voilà, c'était un monsieur, quoi, c'était un phénomène, quoi, et paix à son âme, hein, et Dieu sait s'il nous manque. Mais bon voilà, il savait trouver des mots pour chacun, et des mots justes, des mots pas pour te faire péter le câble, mais pour te faire prendre conscience que voilà, on vivait un moment important et qu'on n'avait pas le droit de décevoir, de la famille, voilà, il savait te trouver les mots. Mais pour moi, c'était le summum que j'ai eu, quoi. Et encore, bon, voilà. Jacques, si tu me vois, tout honnête. Certains mots vous ont marqué? Ah, des mots, oui, il y en a plein, hein. Il y en a. Jacques, les mots. Mais c'est difficile de sortir un mot de contexte parce qu'il te s'adressait à toi en tout en s'adressant aux autres. Parce que bon, moi je me rappelle, on faisait le réveil musculaire et on se réunissait les 8 avant dans une chambre qui faisait. Et bien déjà là, tu allais manger après, mais tu ne pouvais pas manger, c'était impossible. Parce qu'il t'avait foutu déjà la tronche dans le match. Il n'y a rien à faire. Et déjà, toi, moi j'étais à côté de Robert, Chochol et Alain, ils n'étaient pas loin, La Palme n'était pas loin, déjà voilà, presque dans la chambre, presque on aurait fait une mêlée. Mais parce qu'ils savaient le faire. Après des mots qui sortaient, je dis, moi je me rappelle, oui, le match contre l'Écosse à Paris en 77, où ça tombait un peu. À un moment donné, quand il s'est fait péter le nez, on n'a pas été sourd devant. Ah, il nous a fait des trucs. Ah. Alors c'est des mots, bien entendu que ma grande pudeur ne veut pas répéter, mais on n'a pas été sourd. Mais voilà, c'est Jacques, c'est un des plus qui, lui peut-être André Abadi à mes débuts, mais j'avais 20 ans, André Abadi, c'était facile, quoi. J'étais un gamin, quoi. Alors c'était plus facile. Mais Jacques Froux, je crois que ça a été pour moi le must. Jeune, étiez-vous encore plus impacté par ces discours? Ah oui, jeune, j'étais un fou. Jeune, moi, André Abadi, c'est le match de Brive que je t'ai raconté. Quand je suis rentré sur le terrain, j'aurais un pistolet, j'aurais tué quelqu'un. Mais j'étais dans un état second, il m'avait tellement. Il m'a dit, tu vas te dégonfler, et ils vont te chier sur la tronche, et ils vont s'y et là, et Fitter, Rossignol, et Darlès, et Genois. Mais à un moment donné, un poignard, un pistolet, mais je les aurais tués à tous, je les aurais bouffés. Ah, ça n'a pas été le cas, mais bon, voilà, c'était comme ça. Mais j'avais 20 ans. Alors, pas que moi, parce qu'il y avait Paul, il y avait Roland, il y avait toute cette bande de jeunes qui étaient arrivés. On était de bons clients, voilà. La catalanité, ça vous À galvanisait? le du match, à l'USAP, tu représentais le département, parce que c'était le club de tous les Catalans, quoi, voilà. Et comme tout le monde, on n'a pas été bon tous les matchs, tous les dimanches, et c'est sûr. Et bon, après, le maillot, et je pense que ça se perd pas. Enfin, c'est mon avis, hein, personnel. C'est quelque chose qui ne doit pas se perdre. L'amour d'un maillot, ça représente trop de choses. Après, est-ce que les joueurs aujourd'hui s'identifient ou s'accaparent ce que représente un maillot? Ça, je ne le sais pas, parce que je ne discute pas assez avec eux. Mais moi, je sais que sur le maillot de l'USAP, et alors celui de l'équipe de France, n'en parlons pas.
fallait pas... l'équipe de France, quand tu mettais ça, tu mettais la baïonnette, tu te dis interdit de perdre, quoi, voilà. Après tu perdais, parce que c'est un sport avant tout. Mais au départ, tu devais faire honneur, tu représentais un pays, quoi. Enfin, ouais, comme une fois je l'ai entendu dire, on représente un pays. Mais il faut le représenter. Le pauvre président Albert Ferras nous disait ça. Vous êtes un représentant de la France, avant, pendant et après. Et il avait raison, quoi. Est-ce interdit de rire dans un vestiaire? Ouais, voilà. Tu vas poser cette question à des trois quarts, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Tous, ils rigolent tous. Hein. Je t'en foutrais, moi, des calbottes à tous, tu verrais. Déjà, ils les prenaient à notre époque. Hein. Mais malgré ça, voilà, toujours il y en avait un qui faisait des couilles. Hein, voilà. Et toujours il y en a un qui rigolait. Et moi, puisque tu racontes ça, quand je m'étais cassé la troisième fois la jambe, notre entraîneur, qui était un grand entraîneur, André Culis, il travaillait au truc là, comment ça s'appelle, à Montpellier, au truc des sports, enfin, je ne me rappelle plus, au CNRS, je ne me rappelle plus. Et il était en contact avec des chirurgiens, des inventeurs. Et comme ça faisait 3 fois que je me cassais la jambe au même endroit, il m'a fait faire des protèges tibia, gonflables et rigides. Ça faisait les deux. Et bon, voilà. Mais le problème, il y avait un petit alternateur, tu mettais une prise électrique, tu avais un bouton, et ça faisait, je m'en rappellerai toute ma vie, ça faisait ça. Et moi, au lieu de le faire à la maison, parce que j'aurais pu le faire à la maison, non, je le faisais dans le vestiaire. Alors, devine si on ne rigolait pas. Alors, toujours pareil, après c'est devenu un jeu. Ouais, je l'ai fait 1 ou 2 fois, après je ne l'ai plus fait. D'ailleurs, bon, au bout de 3 matchs, je crois que je les ai jetés. Parce qu'ils pesaient 1 tonne et ça me... Voilà. Mais j'attendais au moment où l'entraîneur allait dire un mot. Boum, alors, les 3 quarts, bien entendu, tout le monde rigolait, même nous, même moi, j'ai souri, j'ai rigolé, quoi. Alors après, rigoler ou pas rigoler, bon, oui, on va pas, quand même, c'est pas la guerre, on ne va pas mourir. Mais bon, je pense qu'il y a un minimum... C'est là où les anglo-saxons sont plus forts que nous. C'est qu'ils rigolent, ça parle, mais 10 minutes avant le match, bouf, ils s'y mettent dedans. Et nous, on est latin, peut-être parce qu'on est latin, il nous faut peut-être un peu plus de temps. Il nous faut une demi-heure ou 3 quarts d'heure. Enfin, quand je parle, nous, c'est pour moi. Mais eux, les anglo-saxons, ils avaient cette force. Ils pouvaient parler, ils pouvaient rigoler, mais 10 minutes avant ou 5 minutes avant, bouf. Et là, pareil, pris, boum, la guerre, voilà. Un souvenir en particulier? Si, moi j'ai souvenir, en 77, on va faire le Grand Chelem en Irlande, et c'est à l'époque où il y a les chrétiens et ils sont, les protestants. Il n'y a pas d'hymne, il n'y a que l'hymne irlandais, il n'y a pas d'hymne nationaux. Et je me rappelle, Toto Desclos avait amené un petit magnétophone, et ils ont foutu une valse, je crois, je ne sais pas de qui, je ne me rappelle pas, si c'est Verdi ou l'autre. Je ne comprenais pas trop, une valse. On n'allait pas danser parce qu'on savait où on allait. Et après la Marseillaise, voilà. Un petit truc. Alors l'enfant, on s'est mis autour, on a chanté la Marseillaise, Cholet a pété un morceau de plâtre parce que le toit du vestiaire était bas. Voilà quoi, c'est... Après, souvenir des textes, non, franchement, parce que c'était toujours pareil, quoi, à peu près, voilà. On va leur marcher dessus, voilà, on va pas se laisser faire, on fait toujours pareil, les mots qu'on se dit, qui sont pas inutiles, mais qui font que enfin, à notre époque, ça te faisait monter un peu l'adrénaline, et ça te faisait un peu, voilà. Tu te rendais, peut-être tu pensais être plus fort, mais bon, c'est pas pour ça que tu étais plus fort. Tu étais plus fort parce que physiquement, tu pétais au mec, tu le faisais reculer, ou en mêlée, tu le foutais sur le cul, voilà. Et en plus, tu avais le ballon, voilà. Mais bon, c'est tous ces amalgames qui font ce qu'est un vestiaire. Quel moment préfériez-vous dans les vestiaires? Avant, parce que le plaisir de se trouver, de se préparer, mais après, bon, à la mi-temps, nous, à l'époque, on mangeait un citron, mais
ça durait 3 minutes ou 5 minutes, et puis allez, tu changeais de camp, tu repartais. Et après les fins du match, quand tu avais gagné, parce que bon, quand tu avais perdu, tout le monde avait la tête dans le cul, et voilà, et tu savais que, bon, pour X raisons, tu savais que tu avais perdu, et que tu étais responsable peut-être d'une partie de la défaite, quoi, voilà. Mais ce qui est beau, c'est de se préparer, quoi, voilà. Pour moi, enfin, les vestiaires que j'ai connus, moi, c'est cette préparation et ce partage et cette communion entre à l'époque, on était 21 mecs, pas plus, quoi, voilà. Mais 15 mecs qui allaient jouer, parce qu'on jouait à 15, donc voilà. Comment réagissiez-vous à ces moments de motivation? C'est l'expérience, quoi, tout simplement. C'est la bouteille. Tu sais que, bon, voilà. Et après aussi, tu sais que, voilà, même si tu as besoin un peu du discours, certains dimanches, parce que tu n'y es pas, ou tu n'as pas envie d'y aller, ou tu aurais préféré rester à la maison, ou faire mais soit. Et après, bon, cette expérience fait que tu sais te canaliser et te préparer. Et après, quelque part, tu deviens l'exemple. C'est-à-dire que tu dois transmettre. Alors bon, transmettre, alors tu penses à toi quand tu avais 20 ans, et on te stressait peut-être, hein, parce que c'était beaucoup de stress. Et moi qui ai toujours, on ne peut pas douter de moi, mais toujours eu peur de rater un match. Et Dieu sait si j'en ai raté, parce que bon, j'en ai perdu comme tout le monde, et j'en ai joué où j'étais vraiment pas bon. Mais voilà, mais l'expérience et la bouteille font que à 33 ans, c'est pas la même qu'à 20 ans, quoi, voilà. Même s'il y a toujours un lien. Parlez-nous des confrontations avec votre compère Michel Palmier. On s'est rarement affrontés. C'était toujours Michel avec Jean-Claude Ross, et moi c'était avec Sénal ou la grande saucisse d'Estève, voilà. Mais, oui, une fois, on s'était accroché à Toulouse une fois, mais ça va être, voilà, on évitait, voilà. Comment vous motiviez-vous tous les deux? Parce qu'on n'avait pas besoin de se parler. Parce que, pas qu'on était fait pareil, mais voilà, on avait les mêmes ambitions, les mêmes ressentis, les mêmes, voilà, et avec un regard. Moi, je me rappelle qu'un jour, un joueur m'a dit, je suis avec toi, bon, je ne suis pas la palme, mais c'est comme, il n'y a pas de souci. Mais je savais très bien. Et à un moment donné, boum, ça est tombé, et je me suis retrouvé tout seul. Mais bon, soit, voilà, avec la palme, voilà, je ne sais pas pourquoi, c'est difficile à expliquer. Parce que voilà, hop, paf, on faisait ça, ça y est, on se regardait dans les yeux, voilà, on n'avait pas besoin, on le savait, voilà, on savait qu'on y était, et qu'on avait le même ressenti, les mêmes envies, je veux dire, je ne sais pas, la même logique, la même logique, non, c'est pas le mot, mais les mêmes sensations, les mêmes, comment on dit ça, et on voulait tous les deux aller au même truc, c'est-à-dire, voilà, et d'ailleurs, je me rappellerai toujours, un jour qu'on était dans un bus, on parlait du Parc des Princes pour aller au Grand Hôtel. Et il y avait certains dirigeants, je tairai les noms de l'époque, qui parce qu'ils trouvaient qu'on était des voyous et tout. Et Michel, il me dit, qu'est-ce qu'on fait, on en parle? Je dis, ah, laisse tomber, on va pas. Et Michel, il voit Albert, M. Ferras et M. Basquet, et il leur dit, et tous les deux ont dit, tant que vous ne marcherez pas sur les bleus, c'est que tout va bien les enfants, laissez-les dire. Voilà. Après, voilà, mais on avait ce truc, presque comme deux frères, quoi, voilà. Deux frères, ça ne se parle pas, enfin, ça avec un regard, ça se comprend, voilà, un peu, voilà. Enfin, c'est mon ressenti, il faudrait demander à Michel, lui, ce qu'il ressent. Parlez-nous de l'équipe de France 77 et de ce fameux pack. Je te l'ai dit tout à l'heure, déjà dans la chambre, réveil musculaire à 10h30. C'était le rituel de Jacques, dans la chambre, les 8 avant, et lui, voilà. Et déjà là, on était dans le match.
Et après, dès qu'on arrivait au stade, on regardait, bon, et après, hop, on se serrait, voilà, on se regardait. Je me rappelle le fameux France-Angleterre, Angleterre-France, pardon, à Twickenham, à l'ancienne tribune. Tu devais traverser la tribune pour entrer sur le stade. Et pour prendre la photo, on a dû faire ça. 25 ou 30 minutes avant, j'ai une série. On va prendre la photo. Quand on remonte, des crachats, des canettes de bière. On est rentré à l'investiaire, on se regardait tous. Les avants, les trois quarts, on n'avait pas besoin. On se regardait, tout on a fait. On a enlevé les goupilles et on les a laissés dans le vestiaire parce qu'il fallait les enlever de suite. Et je me rappelle que ça avait été un match. Voilà, mais voilà, c'était. Et après, bon, tu avais Robert. On aurait dit qu'il n'était pas concerné par le truc, mais après, sur le terrain, c'était. Alain, c'était là. Cholet, Gérard, le militaire, là, c'est para, il fallait mettre la baïonnette et en avant. Bon, Michel et moi, on savait pourquoi on était venus. On n'était pas les plus grands secondes ligne du moment, mais peut-être qu'on mettait la tronche ou l'autre ou d'autres ne mettaient pas les mains. Et après, c'est vrai qu'on faisait peur à beaucoup de monde. Et après les trois autres, le blond, Jean-Claude, oui, j'avais le blond, le grand, Bastio, bon. C'était tout ça, hop, ça te prenait. Ils avaient 4 ou 5 ans de plus que nous. Déjà, ça avait un peu plus de bouteilles, tu vois, voilà. Et voilà, ça faisait que. Et en plus, bon, on savait pourquoi. Et c'est Jacques qui faisait cette force de cette équipe, quoi. Parce qu'il savait qu'il avait fait de joueurs qui peut-être n'auraient eu jamais la chance de jouer ensemble, d'en faire une pépite, quoi. Voilà, de faire de ces types une machine de guerre, quoi. Voilà, une machine à gagner, pardon. Que pensez-vous de la télévision dans les vestiaires? Non, parce qu'après, à un moment donné, bon, peut-être que moi, je ne sais pas, on ne l'a jamais eu, alors c'est difficile de dire, peut-être que ça m'aurait gêné, mais je pense qu'au départ de ma vie de rugbyman, peut-être oui. Je me rappelle quand je suis arrivé à 20 ans, j'aurais eu une caméra dans le vestiaire, ça m'aurait pas gêné, mais ça m'aurait perturbé. Mais après, avec l'expérience, parce que bon, toujours pareil, parler devant une caméra, c'est à un moment donné, il faut faire abstraction de l'appareil. Si tu ne fais pas abstraction de l'appareil, tu es mort. Tu n'es pas naturel. Alors bon, une caméra, il faut. Voilà. Alors après, voilà, tu n'y penses pas. Et je vois ce que je vois aujourd'hui, les mecs, parce que aujourd'hui c'est un travail, les mecs, je suis sûr, je n'allais pas discuter avec eux, mais je suis sûr que quand il y a une caméra dans un vestiaire, ils n'y pensent pas. C'est mon avis personnel. Après, c'est vrai que quand tu dois dire des choses, mais je vois qu'ils sont assez intelligents pour, à un moment donné, laisser le vestiaire seul. Voilà. Après, aujourd'hui, c'est devenu tellement un produit économique, le rugby, que ça permet aux gens, à l'abonné, au commun de mortels, de rentrer dans un vestiaire. Un peu, mais voilà. Le mec, tu le fais saliver, quoi. Tu dis, voilà comment ça se passe dans le vestiaire. Alors que tu lui montres rien, voilà. Parce que les bons moments qu'il devrait voir, c'est difficile. Enfin, je pense qu'il faut que ça reste dans un vestiaire. Quelle est votre définition d'un vestiaire de rugby? Le vestiaire, ce que je t'ai dit au début, c'était, voilà, c'est l'endroit où tout ce qui se dit et tout, il ne doit pas y avoir de mouchard, voilà, s'il y a une caméra, il faut qu'elle montre l'image, mais pas le son. Voilà, c'est le lieu, le refuge pour moi, c'est le refuge, comme quand tu vas en montagne et que, voilà, à un moment donné, tu tombes sur un temps pourri et tu es content de trouver un refuge, bon, de t'enfermer avec tes collègues ou tout seul, voilà, et d'être là dans un endroit où tu sais que tu es chez toi, voilà, et tu es avec tes copains, tu es avec tes amis, et tu risques rien, voilà, entre guillemets. Avez-vous quelque chose à ajouter? Donc voilà, merci de ce bon petit moment et que j'espère que
malgré tous les progrès que fait ce sport, que le vestiaire restera toujours le vestiaire. Merci Jean-François. Avec plaisir. Moi j'étais bon.